Bonjour les amis, à côté de moi, le professeur Christian Perron. Alors vous le connaissez tous pour son combat. Un autre samouraï, mais autrement plus important que le petit samouraï que je suis. Alors, Christian, que s'est-il passé? Alors, que s'est-il passé? D'abord, mon cursus, j'étais professeur de maladies infectieuses depuis 1989. J'ai dirigé un service de maladies infectieuses dans un hôpital universitaire de l'assistance publique, Hôpitaux de Paris, pendant 26 ans. Mais à mi-temps, j'ai travaillé aussi pour des hautes instances, le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, le Conseil de la santé publique. J'étais président de beaucoup de commissions, aussi à l'Agence du médicament. J'étais aussi président du Collège des professeurs de maladies infectieuses et tropicales, que j'étais un homme du système, disons. J'ai même travaillé comme vice-président du groupe d'experts pour les vaccins à l'OMS pour toute la région Europe de l'OMS, qui est la grande Europe qui va jusqu'à Vladivostok, hein, qui inclut aussi la Turquie, Israël, donc c'est une très grande Europe. Voilà, je me suis surtout dévoué pour soigner les malades, mais j'ai aussi une expérience de santé publique, de gestion de crise sanitaire, d'épidémie, expert en vaccins. J'avais été diplômé à l'Institut Pasteur. D'ailleurs, j'étais directeur adjoint du centre de référence de la tuberculose à l'Institut Pasteur à Paris. Donc voilà, j'avais un cursus scientifique et de santé publique, je pense, qui me permettait d'y voir assez clair. Et aussi, si les choses m'ont sauté aussi vite à la figure au début de la crise en me disant c'est pas possible, c'est parce que j'avais déjà une vingtaine d'années de combat pour la reconnaissance de la maladie de Lyme chronique, qui n'a rien à voir avec le Covid, mais c'est aussi une arme de guerre qui a été développée par les Allemands, les Japonais pendant la guerre, puis je dirais améliorée entre guillemets par les Américains après dans un centre de recherche. Et cette bactérie est transmise par les tiques, hein, par piqûres de tiques. Donc, déjà, j'avais vu beaucoup de choses sur comment on pouvait manipuler les sociétés savantes, les journaux médicaux, pour dire pour la maladie de Lyme que cette maladie n'existait pas, parce que ça, pour protéger l'armée américaine, avec des tests diagnostiques très mauvais, en disant que tous les gens étaient guéris au bout de 15 jours de traitement, alors que c'est complètement faux. Puis on envoie les malades en psychiatrie. Ça fait 30 ans ou plus que cette imposture dure. Et j'étais déjà assez ulcéré de voir comment on pouvait manipuler les médecins dans tous les pays du monde. Et quand le Covid est arrivé, non, je ne sais pas possible, il recommence. Sauf que c'était dans l'autre sens, il fallait que tout le monde soit malade du Covid. Donc, c'est que, de fait que en plus, tous les acteurs du Covid, je les connaissais depuis longtemps. Jean-François Delfrécy, le président du conseil scientifique, je l'ai connu interne en 1978, je l'avais remplacé quand j'étais en fin d'études, avant de partir au service en coopération médicale au Maroc. Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, il a été interne dans mon service, chef de clinique assistant dans mon service, c'est moi qui l'ai nommé professeur dans mon service. Donc voilà, quasiment tous, je les connaissais. J'avais même souvent travaillé avec eux avant, je les avais côtoyés, donc je connais un peu tout le système de l'intérieur. Voilà, donc c'est pour ça que quand la crise Covid est arrivée, j'ai dit c'est pas possible, tout est géré à l'envers, en dépit du bon sens. Et pourquoi? Et pourquoi a-t-on remplacé les éminents scientifiques français par des inconnus que je pourrais dire qui nous expliquaient des choses qui n'avaient rien de scientifique, et j'étais personnellement sidéré devant la télévision, quand je lisais des journaux, de lire des choses qui n'avaient pas de base scientifique. J'ai sauvé ma vie grâce à la science, et la science, on l'a mise de côté. Tout à fait. C'est ça qui m'a beaucoup choqué, c'est qu'au lieu d'avoir du bon sens, d'analyser les choses avec un esprit scientifique, on nous a raconté des salades jour et nuit non-stop à la télévision. Mais a posteriori, je le comprends, parce que tout ça, c'est un gigantesque complot mondial qu'on a fait avaler à tous les peuples. Ils ne pouvaient le faire qu'avec l'aide des médias. S'il n'y avait pas eu les médias, là, toute cette polémique, elle aurait été terminée en 3 mois. Mais c'est Macron lui-même qui le dit, c'est pas moi. Il avait déjà avoué avoir donné 3 milliards d'euros aux médias, aux quelques médias principaux à ses ordres. Je crois qu'il a donné une rallonge récente, donc on doit être à 3,5 milliards d'euros donnés par le gouvernement pour que les médias nous racontent des salades tous les jours. C'est terrible parce que effectivement, il y avait des invités sur les plateaux qui affirmaient des choses sans aucun support scientifique, mais pour eux, c'était l'évidence scientifique.
Si vous voulez rigoler, vous regardez quand l'année dernière, il y a 1 an et demi, il y avait Véran, des médecins de plateau, qui affirmaient très sur deux, maintenant c'est certain que le vaccin Covid, c'est prouvé, ils disaient, hein, c'est prouvé que le vaccin Covid protège à 95% contre la transmission. Et puis l'année d'après, on apprend une des directrices adjointes de Pfizer, quand elle est auditionnée au Parlement européen, qu'en fait, elle avoue quand même devant tout le monde, ben non, on n'a jamais fait d'études montrant que ça avait un impact sur la transmission. Et maintenant, on sait que ça n'en a eu aucun. Donc voilà, tous ces mensonges, c'était en série, en série. Et moi, à chaque fois, je sautais sur ma chaise en disant, c'est pas possible qu'on continue de manipuler les foules comme ça. Alors, une petite question. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu as dit le mot conspiration. Je pense quand même pas que tous les gouvernements du monde étaient complices, mais ils sont néanmoins tous allés dans le même sens. Ils ont tous cru ce qu'on leur disait et ils l'ont pris comme vérité absolue. Tu as une explication à ça? L'explication, c'est qu'il y a un complot mondial, on ne peut pas le nier maintenant, puisque, alors je ne dis pas que c'est tous les gouvernements, c'était les gouvernements sous influence occidentale, qu'on peut rappeler grosso modo un peu les pays de l'OTAN qui ont essentiellement fait la même politique. Et ce qui a été frappant, alors maintenant on sait que c'était des grands cabinets de conseil comme McKinsey, puis il y en a d'autres, qui ont écrit tous les textes, toutes les recommandations pour les gouvernements, et le même jour, le même texte, la même loi sortait en Australie, en Norvège, en Suisse et en Argentine. C'est-à-dire, on voit vraiment qu'il y avait une coordination mondiale. Après, il y avait des gouvernements qui étaient complètement impliqués, je dirais, dans cette manipulation, d'autres qui ne l'étaient peut-être pas beaucoup, mais qui, vu que tout le monde suivait le mouvement, ils se sont dit, bah, ça doit être la bonne voie. Mais heureusement, ce n'est pas le monde entier. L'Afrique a résisté, une bonne partie de l'Asie a résisté, une bonne partie de l'Amérique du Sud a résisté. Et c'est ça et d'ailleurs, on a vu qu'ils ont eu des résultats bien meilleurs. Ils ont eu beaucoup moins d'épidémies, ils ont eu très peu de morts par rapport à des populations énormes comparées aux pays dits riches. Moi, ce qui m'avait frappé dès la première vague, c'est qu'il y avait autant de morts en France que dans tout le continent africain. Et dans tout le continent africain, la moitié des morts, ils étaient en Afrique du Sud, qui était le pays le plus sous l'influence de l'industrie pharmaceutique. Donc ça sautait aux yeux qu'il y a quelque chose qui clochait. Oui. Oui. C'est incompréhensible. Alors moi, ce que je constate aujourd'hui, et tu vas me dire si c'est vrai, c'est que YouTube, qui avant on disait un mot Covid, paf, on était dégagé, aujourd'hui, effet secondaire du Covid, les détournements d'argent, 400 billions de dollars, donc, etc. Ça sort, et ce n'est plus sanctionné par YouTube. Alors, je pense que, est-ce que c'est parce que c'est prouvé tout ça aujourd'hui? Il y a beaucoup de preuves que l'on a soulignées depuis longtemps. Simplement, ils se sont arrangés pour que ce ne soit pas visible du plus grand nombre. Parce que les gens un peu curieux qui ont cherché, ils voyaient très bien qu'il y avait des choses pas normales. Quand on allait chercher les vraies informations scientifiques, on les trouvait. Mais dès qu'un expert disait une chose vraie, immédiatement, vous aviez tous les médias de grand chemin, les fact-checkers qui disaient non, non, c'est faux, ce médecin est un tordu qui dit n'importe quoi. Mais moi, j'étais attaqué très souvent par les fact-checkers, mais ce qui m'a fait rigoler, c'est qu'à chaque fois, ils n'opposaient aucun argument scientifique à ce que je disais. Ils disaient juste, oui, Perron, il a pété un câble, il était bien avant, mais il dit n'importe quoi. Mais ils étaient incapables de... Moi, quand j'ai cité des choses, j'ai écrit 3 livres chez Albin Michel. Le dernier, c'était les 33 questions auxquelles ils n'ont toujours pas répondu. Quand j'ai sorti le premier livre, c'était Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? C'était en juin 2020, juste après la première vague. Et je me suis fait attaquer partout, les médias, les fact-checkers, en disant Perron va être immédiatement condamné en justice pour diffamation. J'ai dit, ils n'avaient pas lu le livre, j'ai diffamé personne. Perron raconte n'importe quoi, et pourtant il y avait des dizaines de pages de références. Tout ce que j'ai dit dans mes 3 livres, c'était prouvé, sourcé. D'ailleurs, je n'ai jamais été attaqué sur mes livres, ils ne peuvent pas, tout est prouvé. Donc, les sources, on les avait déjà. Bah, quand j'ai fait une lettre publique pour dire attention, ces produits expérimentaux ne sont pas des vaccins, ils sont potentiellement dangereux.
l'ARN peut potentiellement marcher à l'envers et se convertir en ADN dans nos cellules et modifier notre génome et nos chromosomes, éventuellement peut-être se transmettre à la descendance. Je l'ai écrit en 2020. Je me suis fait insulter. Et tout ce que j'ai dit maintenant, c'est avéré vrai, c'est vérifié dans des publications scientifiques internationales. Donc je suis très à l'aise parce que tout ce que j'ai dit depuis le début, et j'ai souvent été attaqué, tout s'est avéré parfaitement vrai. Et moi, je n'ai jamais changé de discours. Je ne suis pas allé à droite, à gauche comme certains. J'ai toujours dit la même chose depuis le début. C'est pour ça que ça n'a pas toujours été facile pour moi, mais je suis fier de l'avoir fait parce que je pense que j'avais le recul suffisant pour pouvoir juger de ce qui se passait. Tout à fait. Et aujourd'hui, on constate que tous ces grands scientifiques français qui ont été bafoués, jetés à la poubelle, lapidés, aujourd'hui, on voit qu'ils avaient raison. Et c'est terrible de voir à quel point nous avons été remplacés, toute cette, comment dire, cette élite scientifique a été remplacée par des inconnus qui ont essayé de nous faire avaler n'importe quoi. Et surtout, ils n'ont jamais donné à chaque fois des preuves de ce qu'ils avançaient. Et moi aussi, ce qui m'a beaucoup choqué pendant cette crise, moi je suis d'accord que dans une crise, et puis même dans la science, c'est sain que les gens ne soient pas tous d'accord entre eux, mais au minimum, il faut organiser des débats contradictoires. On n'a jamais vu ça dans les médias français depuis le début de la crise. Moi, comme je connaissais bien depuis très longtemps Jean-François Delfrécy, le président du Conseil scientifique, qui a quitté le Conseil l'année dernière, je lui ai dit, écoute Jean-François, on n'est pas d'accord sur beaucoup de choses, mais au moins j'aimerais avoir avec toi un débat public à la télévision où il a toujours refusé. Pourquoi refuse-t-il? Est-ce qu'ils auraient été mal à l'aise d'être confrontés à un débat public? Quand le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui a changé de nom, qui s'appelle ARCOM maintenant, a fait un communiqué, c'était à l'automne 2020, suite à mon passage sur les grandes gueules, où d'ailleurs j'avais été un peu chahuté sur le plateau par d'autres invités, en disant, il ne faut plus inviter Perron parce qu'il dit n'importe quoi et personne ne s'oppose à lui sur le plateau, ce qui était faux, parce que j'ai déjà été confronté à des opposants. Mais alors, si un médecin de plateau bien connu est tout seul sur le plateau, dit n'importe quoi, là, on ne dit rien. Et moi, et d'ailleurs, on m'a pratiquement, sauf quelques exceptions, on ne m'a plus jamais invité sur les médias de grand chemin. Donc, voilà, c'est… J'aime bien l'expression médias de grand chemin. Voilà. Non, mais c'est terrible ce manque de… Et là, je reviens de la Martinique, là où j'étais invité par le bâtonnier de l'ordre des avocats de la Martinique. Et vraiment, je l'ai remercié parce que c'est la première fois en France, même si c'est outre-mer, que j'ai vu organiser un débat public contradictoire. On n'était pas toujours d'accord, mais c'est quand même lamentable que dans une république, une démocratie, il n'y ait jamais eu de débat contradictoire. Surtout qu'il suffisait d'ouvrir un peu les yeux. Par exemple, je regardais les morts John Hopkins Hospital, qui tient une liste extrêmement précise dans tous les pays du monde. Et on voyait bien que c'était en Occident qu'il y avait les morts. Et comme tu le disais préalablement, en Afrique, il y en avait beaucoup moins. Et il y a des pays où ils ne savaient même pas ce que c'est qu'un vaccin. Il n'y en avait quasiment pas du tout. Alors, pourquoi? Il y a eu deux très beaux exemples. C'était le Vietnam et l'Inde. Le Vietnam, après un an de pandémie, je crois qu'en Vietnam, ils sont plus de 80 millions d'habitants, ils avaient, je ne sais plus le chiffre exact, c'était de l'ordre d'une vingtaine de morts après un an de Covid. Bon, pourtant, le Vietnam, c'est très peuplé, mais ils traitaient tout le monde à la chloroquine, avec les plantes, l'artémisia, et puis il n'y avait pas ce soi-disant vaccin. D'ailleurs, un jour, j'avais été alerté par un médecin du Vietnam qui m'avait écrit, que je ne connaissais pas, mais il m'avait écrit vers Pâques, c'était en 2021, pour me dire, professeur Perron, je suis très inquiet, notre ministre il revient du Forum économique mondial, il veut imposer la vaccination à tous les Vietnamiens. Et moi, j'avais un copain français qui vivait au Vietnam à ce moment-là, il m'a envoyé des vidéos, on voyait l'armée vietnamienne encercler des villages pour les forcer à se vacciner. Et ce copain qui vivait à Saigon me dit, ils ont commencé la campagne vaccinale fin juin, début juillet, et déjà en juillet, rien qu'à Saigon avec le vaccin, soi-disant vaccin, il y avait 2 à 3 000 morts.
alors qu'ils avaient eu 20 morts de toute la pandémie sur tout le pays depuis un an. Heureusement, le gouvernement vietnamien était intelligent, il dit bon, on arrête les frais, ils ont arrêté la vaccination, tout est rentré dans l'ordre. En Inde, c'était pareil, depuis un an, ça se passait très bien. Le gouvernement indien distribuait de l'hydroxychloroquine, des plantes, de la vitamine D, du zinc dans des petits sachets aux habitants. Ça se passait très très bien. Il y a 3 États les plus corrompus, dont l'État de Bombay, corrompus soumis à l'industrie pharmaceutique et aux pressions occidentales, qui se mettent à interdire l'ivermectine, à imposer la vaccination. Et là, c'est la catastrophe. C'était la même période, l'été 2021, flambée d'épidémie uniquement dans ces 3 États. En Inde, c'est 1,4 milliard d'individus, et une flambée de mortalité. Et heureusement, là encore, le gouvernement fédéral indien a dit bon, on arrête les bêtises, stop. Ils arrêtent ce soi-disant vaccin et ça redégringole. Et cerise sur le gâteau, Emmanuel Macron a fait cadeau de tous les stocks de Remdesivir, ce médicament très toxique qui a quand même été responsable de morts et d'effets secondaires très graves. Il n'a absolument pas soigné le Covid. Comme il voyait qu'il en avait acheté pour très cher, mais c'était 2000 € l'injection, hein. Comme il a vu que les médecins français n'osaient plus l'utiliser, il en avait fait cadeau aux Indiens, dans ces États justement qui vaccinaient. Donc, quand on regarde avec le recul, tout ça est absolument ignoble. Oui, pas d'autre mode. Alors, aujourd'hui, donc là, c'est officiel aussi, on parle d'une surmortalité 2022. Ah oui, ben c'est énorme. Alors moi, j'avais commencé à voir ça au Portugal l'année dernière, à l'été 2020, oui, c'était à l'été 2022. Il y a des médecins, des journalistes, des experts du Portugal qui commencent à interpeller le gouvernement en disant on a 20% d'augmentation de mortalité, y compris dans les tranches d'âge plus jeunes, 20-50 ans, d'où ça vient. Alors le gouvernement reconnaît l'excès de mortalité, on dit ah, on ne sait pas d'où ça vient. Après, il y a eu le CDC d'Atlanta aux États-Unis qui a reconnu une surmortalité. Ah, on ne sait pas d'où ça vient. Unknown origin, origine inconnue. Après, il y a eu la France, le journal Le Parisien, qui n'est pas un journal complotiste, a fait un article à la fin de l'année 2022 pour dire oh là là, c'est bizarre, excès de mortalité en France, y compris chez les plus jeunes, mais on ne sait pas d'où ça vient. Et même récemment, il y a eu une reconnaissance officielle par les autorités d'une augmentation de mortalité, mais il y a des pays qui ont permis la Grande-Bretagne, je crois que c'est plus accessible à un moment donné. Par exemple, en Angleterre, on pouvait avoir accès dans les bases de données parmi les gens qui étaient décédés, par exemple, qui étaient vaccinés ou pas. Vous savez qu'en France, Laurent Toubiana l'a demandé plein de fois aux autorités, ils ont toujours refusé de donner les données. Ça doit être assez compromettant pour le gouvernement, je pense. Eh bien, déjà, je l'avais dit à la télé, ce qui m'avait valu d'être très attaqué. Je l'avais dit fin 2021 qu'en Angleterre, quand quelqu'un rencontrait le virus, était susceptible de faire une forme grave. S'il était vacciné, il avait 4 fois plus de chances de mourir qu'un non vacciné. C'était les données brutes. J'avais même envoyé les courbes, je dis ça sur CNews à l'époque, j'avais envoyé les courbes aux journalistes pour leur dire, oui, je ne raconte pas des histoires. Bon, la rédaction n'a pas osé projeter les courbes pendant l'interview, c'était peut-être trop embarrassant pour eux, mais les données, elles existaient. Donc maintenant, alors que le Covid, il suffit de lire le livre de Pierre Chaillot, qui est remarquable et qui réanalyse les données publiques françaises. On le savait déjà, mais le Covid a très peu tué. C'était 0,00 quelque chose. Et là, beaucoup de décès ont été attribués au Covid avec un faux test PCR positif et les gens ne mouraient pas du tout du Covid. On a grossi les chiffres artificiellement. Et il n'y a eu aucun excès de mortalité dans la population générale, sauf chez les plus de 85 ans, très obèses, qui avaient des facteurs de risque majeurs, des diabètes extrêmement sévères. Là, il y a un petit excès de mortalité, mais qui a été comparable à ce qu'on a vécu dans des épisodes de canicule ou de grippe sévère dans le passé. Donc, il n'y a pas eu du tout cette hécatombe qu'on nous annonçait que tout le monde allait mourir. On a manipulé les gens par la peur. Donc, pendant le Covid, finalement, un excès de mortalité très modéré chez les personnes à risque, on aurait pu guérir à 80% si on avait laissé les médecins traitants prescrire très tôt l'hydroxychloroquine, l'ivermectine, l'azithromycine, etc. Et puis donc, ceci, c'est prouvé aujourd'hui que ça marche? Il n'y a plus aucun doute. C'est dégoûtant ce qu'on fait à Raoult maintenant. Il y avait déjà en Chine une étude randomisée qui était publiée par le docteur Chen
qui avait, c'était avant Raoult, hein, même si la publication elle est sortie quelques temps après, mais je ne sais plus, c'était au mois d'avril-mai, mais l'étude datait déjà de plusieurs mois. Ils avaient randomisé des gens qui avaient une forme moyennement sévère de Covid avec des images radiologiques au scanner, donc les Covid prouvés. Ils avaient tiré au sort hydroxychloroquine contre placebo. Il n'y avait pas photo, l'hydroxychloroquine faisait bien mieux. Mais ils les traitaient précocement, ils n'attendaient pas la suffocation. Après, il y a eu beaucoup d'études bidons où on donnait la chloroquine qu'en fin de course, des trop tard. Alors, c'est des études qui ont été faites exprès de façon erronée pour pouvoir dire que ça ne marchait pas. Il y a eu quand même des études comme Recovery qui étaient financées par l'OMS avec aussi une université anglaise. Je sais qu'il y a des médecins français qui ont participé. Il n'y a pas eu beaucoup de malades français inclus, mais c'était international. C'était surtout des Anglais. Ils ont utilisé 5 fois la dose maximum autorisée chez l'homme. C'est une dose potentiellement mortelle, parce qu'on sait que l'hydroxychloroquine à forte dose, c'est un agent du suicide. Là, ils ont donné une dose. Effectivement, il y a eu un excès de mortalité, mais ils ont utilisé une dose quasiment mortelle d'hydroxychloroquine. Ces gens-là devraient aller en prison. Comment un comité d'éthique a autorisé ça? C'est absolument scandaleux. Et maintenant, il y a des méta-analyses faites en direct qui reprennent toutes les publications sur l'hydroxychloroquine. Il n'y a pas photo, ça marche. Il n'y a pas besoin d'un placebo quand un produit marche à 75% ou à plus de 70%. Et c'est pareil pour l'ivermectine. Il y a des méta-analyses, ça marche. Ceux qui disent ça sont des gens qui sont de mauvaise foi totale. Il n'y a pas besoin d'un placebo. D'ailleurs, l'OMS l'avait dit avant, bien avant le Covid, il y avait des textes en situation de crise. Si un médicament connu qui a déjà été largement utilisé, dont on connaît le profil de tolérance, s'il y a des arguments pour penser qu'il marche, même s'il n'y a pas la preuve totale, on le prescrit, on évalue en marchant. Or là, ils ont fait tout l'inverse, ils ont interdit. Et alors même, ce qui était le plus drôle, c'est que Macron, Véran avait dit non, non, on ne peut pas du tout, et les experts de plateau, on ne peut pas donner comme ça la chloroquine tant que ça n'a pas été évalué contre placebo chez des milliers de gens. Donc ils ont lancé Discovery, l'autre étude Covid à Angers. On tirait au sort les gens avec plein de groupes de traitement. Alors, ils ont donné du remdesivir alors qu'il n'y avait aucune étude préliminaire chez l'homme. Ils ont donné... Et alors, c'est avec l'étude, l'inclusion dans les groupes hydroxychloroquine de toutes ces études françaises a été interdite par Véran juste après la sortie de l'article frauduleux du Lancet qui disait que la chloroquine ne marchait pas, était très dangereuse. Alors, c'est un article complètement fabriqué et payé pour dire des mensonges. Donc, quand 15 jours après, on a su la vérité, Véran a dit excusez-moi, j'étais trompé. Non, il n'a pas changé sa façon de voir. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que ce n'était pas la vraie analyse intermédiaire, mais les données en temps réel des résultats des groupes dans l'étude Discovery et aussi pour e-Covid, ça avait circulé sur des diapositives parce qu'il y avait eu des réunions d'experts qui analysaient les données de l'étude où elle en était. Et on voyait très clairement que le seul groupe de patients qui marchait bien, qui avait une mortalité inférieure, c'était ceux qui avaient reçu l'hydroxychloroquine et pour e-Covid, l'hydroxychloroquine, azithromycine, ça sautait aux yeux. Alors, ce n'était pas encore complètement significatif parce que comme ils ont arrêté l'étude, c'était volontaire, hein, juste avant, on n'a jamais pu le démontrer. Et après, ils sont bien gardés. Et puis quand tout le monde a dit ça, que les diapositives ont circulé sur Internet, il y a eu zéro démenti pour dire non, c'est faux, ce n'est pas les vraies diapositives. Donc, on s'est moqué de nous. Donc aujourd'hui, il y a eu 20 experts français qui ont attaqué Raoult sur ces 30 000 malades. Moi, j'étais avec l'association Bon Sens, on était à la tête d'une lettre de soutien à Raoult. Donc j'étais dans le premier signataire. Maintenant, il y avait presque 1000 signataires dans le monde entier, avec des grands experts des États-Unis, de beaucoup de pays européens et partout, pour soutenir Raoult. Donc on a demandé d'ailleurs à ce que les 20 experts qui ont attaqué Raoult mettent à jour leur conflit d'intérêt, parce qu'à eux seuls, ils ont d'énormes conflits d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Donc on voit bien que tout ça, c'est de la manipulation, parce que vous vous rendez compte, une étude qui prouve sur 30 000 patients que l'hydroxychloroquine marchait extrêmement bien, c'est très dangereux pour le gouvernement. Moi, si vous vous souvenez, moi, en juin 2020, j'avais déjà dit qu'il y avait 25 000 morts en trop en France pour avoir interdit la chloroquine. Alors, c'était 25 000, c'était juin 2020. Vous imaginez après. Oui.
Alors, je tiens à préciser quelque chose puisque tu n'en as pas parlé. Tu as été complètement blanchi par le Conseil de l'Ordre, enfin par le tribunal. C'est la Alors, chambre disciplinaire de la région Île-de-France. Oui. voilà. Donc, ils t'ont attaqué. Après, il fallait bien trouver quelque chose contre le conspirationniste Perron. Et donc, ils sont fait complètement rejeter. Qu'a dit la chambre disciplinaire? Elle a dit finalement, vu mon CV, j'étais une des rares personnes à avoir la capacité à juger de la situation. Ils ont dit aussi, vu mon expérience nationale, internationale, j'avais non seulement le droit d'émettre un avis divergent des autorités, mais j'en avais même l'obligation. Fort, hein. Bon, alors maintenant, le Conseil national a fait appel parce qu'ils étaient vexés, mais moi, je m'en fiche. De toute façon, j'ai toute la vérité avec moi. Depuis, il y a tellement de vérités qui ont éclaté que je ne vois pas ce qu'on peut me reprocher. Je suis fier d'avoir pris ces positions. Tout ce que j'ai dit a été prouvé. Et on voit que voilà, ça ne va pas changer ma vie. Si je repasse un jour en appel, c'est eux qui sont mal à l'aise. Tu gagneras parce que tous les jours, il y Pas, a… mais… Voilà. Maintenant, j'ai vu ton combat au Conseil de l'Europe. Il consiste en quoi? Non, c'était au Parlement européen, pas au Conseil de Au l'Europe. Parlement européen, excuse-moi. Alors, effectivement, j'ai été 2 fois au Parlement. Alors, une fois à Strasbourg, invité par le petit groupe de députés européens remarquables. Donc, en France, il y a Virginie Joron, mais il y a des députés d'Allemagne, de Hollande, de Croatie, de Roumanie et de plusieurs pays qui font un combat remarquable, qui essaie de mettre en difficulté Ursula von der Leyen, la présidente du Conseil de l'Europe, qui n'a jamais été élue. De par son statut, n'a aucune compétence en termes de santé ou d'armement, et pourtant c'est elle qui achète des milliards de vaccins, de pseudo-vaccins, ou qui achète des armes pour l'Ukraine. Donc cette femme, elle n'a pas le droit de faire tout ce qu'elle fait. Donc c'est bien qu'il y ait de la résistance au sein du Parlement. Donc j'avais fait une conférence, et puis je suis retourné au Parlement européen, cette fois-ci à Bruxelles, où il y avait énormément, toute la journée, il y a eu des conférences scientifiques faites par des grands experts du monde entier. Alors moi, je n'ai pas eu beaucoup de temps de parole le soir parce qu'ils étaient très en retard dans la journée, qu'on a raccourci mon intervention de 15 minutes à 5 minutes. Donc, malheureusement, je n'ai pas eu beaucoup de temps de m'exprimer, mais j'ai assisté à toute la journée, c'était passionnant. Il y avait notamment le professeur Burkhardt, un professeur allemand, qui était un peu âgé, mais c'est lui qui a fait dans le monde, je crois, le plus d'autopsies à la fois de gens qui avaient eu le Covid ou qui étaient morts après la vaccination. Et il montrait comment les inoculés avec ce pseudo-vaccin étaient bourrés de la protéine de pointe, la protéine SPAC, il y en avait partout dans le cerveau, les testicules. Il montrait des images comme quoi les garçons inoculés n'avaient plus de spermatozoïdes, mais avaient que de la protéine SPAC dans leurs testicules. Alors malheureusement, moi j'étais à côté de lui à la conférence de presse le lendemain, et j'ai appris malheureusement que le professeur Burkhardt était mort noyé 15 jours après. Bon, j'espère que c'était accidentel. Voilà, donc j'ai rencontré vraiment des gens passionnants, des experts de très haut niveau du monde entier. Et dans cette expérience européenne, c'était à Strasbourg au mois d'octobre. L'après-midi, en attendant ma conférence, j'avais été assister à une réunion sur la liberté d'expression. C'était présidé par Raphaël Glucksmann. Il y avait Nathalie Loiseau, il y avait des députés européens. Et ce qui était étonnant, c'est qu'il y avait 2 Américains en visioconférence qui pilotaient ça un peu depuis les États-Unis. Alors, c'était le Parlement européen. Et ce qui m'a beaucoup choqué, c'était une réunion sur la liberté d'expression. Et c'était, oh là là, il y a trop d'informations dérangeantes sur les réseaux sociaux, sur les médias alternatifs. Il est très urgent d'augmenter la censure. Alors, le prétexte est au nom des libertés, au nom de la démocratie. Et 3 jours après, d'ailleurs, Emmanuel Macron fermait la chaîne Rumble en France, parce que Rumble commençait à concurrencer YouTube. Et là, on voit bien, ils essaient de censurer Twitter, ils essaient de… Et maintenant, ils ont voté en catimini l'autre jour le contrôle de nos téléphones portables, de nos ordinateurs pour nous espionner. Donc là, on ne se sent plus du tout en démocratie aujourd'hui. Quand on commence à censurer à ce point-là et à contrôler les individus, ça sent très mauvais. Mais comment est-ce que c'est possible d'avoir supprimé toutes ces lois garde-fous? Tout a disparu, on a tout oublié. Comme tu le disais, c'est pas une démocratie, le pays de la France, c'est pas ça.
Ah oui. Mais même, comment elle s'appelle? Je crois Christine Anderson, qui est la députée allemande, européenne, elle l'a dit récemment, elle a dit, elle avait l'impression d'être dans la même situation que les Allemands pendant la guerre, quand Hitler montait en puissance. Parce que Hitler a toujours fait tout de façon légale, il a été élu, il a fait ça en douceur, avant que cette dictature féroce ne s'abatte sur l'Allemagne et le monde entier. Il a mis en confiance le peuple allemand. Et d'ailleurs, il y avait au tribunal de Nuremberg, on avait demandé à Göring, mais comment vous avez fait pour que tous les Allemands soient des moutons et vous suivent comme ça? Il a dit, oh, c'est très simple pour manipuler un peuple, il suffit de lui faire peur. C'est pour ça que tous les jours à la télé, on nous disait, vous allez tous mourir, vous allez tous mourir. Il y avait Jérôme Salomon, en plus, j'avais un peu honte parce qu'il venait de mon service, c'était mon adjoint, qui, habillé en tout en noir, comptait les morts tous les soirs pour faire peur aux Français et leur faire avaler n'importe quoi après. Ouais. Alors maintenant, passons à l'inquiétude qu'ont tous ces gens vaccinés. Est-ce qu'on doit redouter des effets secondaires? Alors, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a des données qui commencent à... Parce que vous savez, quand on a un peu attaqué ces soi-disant vaccins, les industriels, les experts de plateau disaient, vous inquiétez pas, l'ARN messager, il peut vivre que quelques heures. Il ne diffuse pas au-delà du point d'injection, parce qu'on a prouvé le contraire. Il est éliminé en quelques heures, on a prouvé le contraire. Maintenant, on sait qu'il peut s'intégrer en ADN, faire des plasmides dans nos cellules, c'est-à-dire des petits morceaux d'ADN autoréplicatifs. Et on retrouve maintenant de la protéine spike chez certains plusieurs mois après la vaccination. J'ai lu même qu'on en retrouve 2 ans après chez certaines personnes. Alors, peut-être que tout le monde n'a pas la capacité génétique à garder cette protéine éternellement, mais il est clair qu'il y a une partie de la population injectée qui va peut-être la produire ad vitam aeternam. Bon, pour l'instant, on n'a que 2 ans de recul. Et c'est extrêmement inquiétant quand on sait que cette protéine est la partie dangereuse du virus. C'est elle qui génère l'inflammation, les thromboses, c'est-à-dire les caillots, responsables des embolies pulmonaires, des infarctus du myocarde, des accidents vasculaires cérébraux. Et on voit le nombre de ces accidents cardiovasculaires maintenant chez les inoculés. Et on voit des gens qui font l'accident quelques jours ou 15 jours après l'inoculation, mais on voit qu'il y en a qui le font à retardement. Sans compter que, alors, pour l'instant, je n'ai pas de statistiques parfaitement fiables, mais il y a quand même des médecins dans plusieurs pays du monde qui disent on observe des syndromes d'immunodéficience acquise. Alors, ce n'est pas le sida viral du VIH, mais des gens qui, d'un seul coup, se mettent à avoir un syndrome d'immunodéficience avec une baisse des lymphocytes CD4, c'est les lymphocytes que l'on voyait chuter au cours du sida avant les thérapies antivirales qui permettent pas de guérir du sida complètement, mais de stabiliser les porteurs du VIH. On voit des syndromes un peu équivalents. Et puis toi, tu connais bien le sujet. On voit en ce moment une augmentation très importante des cancers. Fulgurant, c'est-à-dire des cancers qui se développent à une allure considérablement plus rapide que le cancer normal comme il se développait avant. Alors, et ceci chez les grands professeurs des instituts de cancer disent non, il n'y a aucun lien, on ne voit rien. Et il faut s'adresser aux médecins de base. Il y a beaucoup de médecins généralistes, par exemple, qui depuis 20 ans se sont spécialisés dans le suivi des cancers. J'ai été à des réunions avec eux et c'est affolant quand ils parlent. Alors, ils ne veulent pas le dire à visage découvert publiquement parce qu'ils ont peur, mais ils le disent. Il y avait une femme comme ça, un médecin qui suivait beaucoup de patients cancéreux ou guéris de leur cancer ou stabilisés. Elle en pleurait en racontant ce qu'elle voyait. Et avec des rechutes fulminantes, en quelques semaines, les gens décèdent. Il y a une augmentation très importante du cancer du pancréas. J'ai vu que c'était reconnu officiellement, mais ils disent on ne sait pas d'où ça vient. Et aussi, ce qui est très choquant, ça tu connais ça mieux que moi, mais il y a toujours eu des cas, mais tout à fait exceptionnels, que des gens développent en même temps un cancer de la prostate, du pancréas et d'un autre organe, mais pas des métastases, vraiment 2 ou 3 cancers totalement différents sur le plan cellulaire. Et là, cette médecin me disait qu'elle en voyait régulièrement. Et là, comme je reviens de Martinique, je suis rentré hier, là-bas dans les familles que j'ai rencontrées, il y avait des personnes qui avaient en même temps cancer de la prostate, un cancer ganglionnaire, un lymphome malin, et puis un autre type de cancer, je ne sais plus lequel, de la thyroïde. Et tout ça en même temps, c'est quasiment du jamais vu, sauf exception d'exception. Oui, avant, on avait un cancer mère qui pouvait se développer, mais on n'avait jamais 2, 3 cancers en même temps.
Ça, c'est effectivement quelque chose de relativement neuf. Mais par contre, je tiens à te dire que j'y connais certainement beaucoup moins que toi, et non pas le contraire. Voilà, je ne suis pas médecin, je ne suis pas biologiste. J'ai sauvé ma vie simplement en faisant confiance à la science plus qu'à la médecine de certains médecins, bien sûr. Ce qui est terrible aussi, alors j'avais déjà repéré ça depuis un certain temps, c'est la façon dont les autorités, les cancérologues officiels attaquent les méthodes naturelles qui permettent de prévenir ou même d'améliorer, voire même de guérir certains cancers. J'y croyais pas, hein, mais j'ai rencontré des malades survivants comme toi. Je sais pas, l'année dernière, je rencontre par hasard un monsieur que je connaissais pas, qui était très chic, en costard 3 pièces, avec la Légion d'honneur, voilà, qui était âgé, mais qui me disait, il y a 4 ans, on m'a diagnostiqué un cancer du pancréas, on m'a dit que j'étais foutu, que j'en avais pour quelques mois. Bon, il a refusé les chimios, il s'est un peu renseigné, il a changé son mode alimentaire, il a supprimé le sucre, et puis il me dit, ben voilà, ça fait 4 ans, j'ai repris 15 kilos, ma tumeur a diminué des 2 tiers et j'ai presque plus de métastases sans aucun traitement. Donc, il faut écouter ces choses-là. C'est pas. Vous avez vu que les naturopathes, tout ça, qui prônent ce genre de régime, sont attaqués, même y compris en justice, pour charlatanisme, alors que c'est des faits. Et au lieu, au contraire, d'évaluer ça de façon scientifique pour dire, tiens, c'est intéressant, ça fait une telle concurrence à Big Pharma. Je crois que le cancer, ça va être le domaine de la médecine qui rapporte le plus d'argent. Et surtout, ce qui me choque, c'est que beaucoup d'autorisations de mise sur le marché de produits se font à la va-vite. Comme le cancer, c'est dangereux, ça tue, donc on peut se passer de l'évaluation normale où on prend son temps. Et on va balancer sur le marché tout un tas de produits nouveaux. Et ça, c'est un petit peu choquant dans le cancer, parce que bon, après, si quelqu'un meurt parce que le produit ne marche pas ou est toxique, on va dire le pauvre, il est mort du cancer. Il faudrait reprendre tout ça, assainir ce milieu de l'évaluation médicale. Et dans le cancer, ça saute aux yeux encore plus que dans d'autres domaines, je pense. Absolument, et ça a été mon combat contre l'INCa, contre le ministère de la Santé, qui m'avait promis de me recevoir, qui m'avait promis de m'écouter. Je suis quand même un exemple dans la mesure où 3 hôpitaux m'ont fait des examens et m'ont dit que j'allais mourir, et je suis encore là 5 ans après. Donc je pense que je suis légitime pour un témoignage. Et non, on m'a dit, et un jour, on m'a dit simplement, mais non, tu n'auras jamais tes rendez-vous promis, on va attendre que tu meurs. Voilà. C'est terrible. Ouais, c'est terrible. Alors écoute, je tiens à revenir sur quelque chose. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller, si tu le peux, aux gens qui ont eu 3, 4 vaccins? Comment peuvent-ils se débarrasser aujourd'hui, si on le peut, de la protéine Spike? Alors, moi, j'ai aucune expérience personnelle. Il n'y a pas de données scientifiques solides, donc moi, je ne veux pas me prononcer là-dessus. Après, je peux juste dire ce que j'entends. Il y a beaucoup de personnes qui étaient malades ou qui n'étaient pas bien après les injections, des médecins, des naturopathes non médecins qui prônent par exemple des produits comme la N-acétylcystéine. Mais après, il y a des recettes qui traînent sur Internet, mais moi, je ne peux pas me permettre de donner une recette parce que je n'ai pas la preuve que tout ça marche. Après, si c'est des produits qui sont anodins sur le plan de tolérance, la N-acétylcystéine, c'est un produit naturel qu'on a dans l'organisme. Moi, ça ne me dérange pas que les gens essayent, vous voyez, mais je ne peux pas aller faire la promotion de tel produit. Tout à fait. Alors, est-ce que tu pourrais, je vais te poser certaines questions concernant des effets secondaires, et si tu peux simplement me dire si effectivement tu en as entendu parler. D'abord, mon fils, après le vaccin, il a eu des acouphènes. Il a tout le temps un bourdonnement dans les oreilles, et il n'arrive pas à s'en débarrasser. Est-ce que ça peut être un effet secondaire du vaccin? Oui, il y a des cas décrits. Et il y a aussi des cas décrits de surdité ou de baisse d'audition brutale après la vaccination. Je connais même un médecin à qui c'est arrivé. Hein. Parce qu'il y a eu des atteintes aussi oculaires, hein, des troubles visuels, rétiniens, des microthromboses de la rétine
après ces injections de pseudo-vaccins, parce que ça joue peut-être par les micro-caillots dans les capillaires, dans les mini-vaisseaux, et que ça, sur des organes très fragiles comme l'oreille, les yeux, ça peut avoir un impact important, parce que pour faire une embolie pulmonaire, il faut avoir un très gros caillot, et des mini-caillots dans certains organes, ça peut aussi jouer. Puis il y a une autre chose qui m'inquiète beaucoup, si on en a parlé un petit peu sur les autopsies, c'est la chute de la fertilité qu'on observe, et en France, on commence à voir les courbes qui apparaissent, aussi bien chez les garçons que chez les filles. Bon, et les filles qui n'ont plus leurs règles, au contraire des personnes âgées ménopausées depuis 15 ans qui de nouveau ont des saignements utérins. Je trouve ça absolument dramatique. Et encore une fois, on nous dire, bah oui, c'est vrai, mais la cause est inconnue. Alors que c'est apparu 9 mois après les premières injections expérimentales. Personnellement, donc, j'avais cru tout au début au vaccin, comme tout le monde, hein, bien sûr. On était embrigadés, on nous avait intoxiqués, j'irais dire. Et j'ai fait donc mes 2 vaccins Pfizer. Et pendant 1 an, je ne pouvais quasiment plus bouger le bras. Alors on m'a dit que c'était de l'arthrite, de l'arthrose, etc. Est-ce que ça aussi, c'est un effet secondaire? Est-ce que ça peut être aussi un effet secondaire? Tous ces effets, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. On voit des gens qui développent des flambées de maladies auto-immunes aussi. Moi, quand j'étais encore en activité, comme j'ai pris ma retraite il y a 1 an et demi, mais je voyais encore des malades atteints de la maladie de Lyme chronique que j'ai soigné pendant des années, et certains que je connaissais depuis des années qui allaient beaucoup mieux. Ceux qui s'étaient fait inoculer avaient plongé, ils avaient rechuté. Et puis ce que j'ai constaté, c'est que souvent les gens inoculés avaient changé de caractère, étaient plus ternes, taciturnes, ils regardaient leurs pieds, ils faisaient répéter 4 fois la même chose. Puis j'ai eu des échos, même j'ai constaté des gens autour de moi qui avaient été vaccinés qui étaient devenus agressifs, alors que c'était des gens tout à fait joviaux auparavant. Donc on a l'impression que chez certaines personnes, ça a même changé de caractère. C'est impressionnant quelquefois. Oui. Quand on voit à l'autopsie tout ce qu'il peut y avoir dans le cerveau chez les vaccinés, on n'est pas très étonné. Est-ce que le fait de cette réduction, puisque c'est ce que je lis moi aussi, de notre système immunitaire risque d'être permanente, ou certains sont, en faisant un peu ce que je fais, c'est-à-dire en mangeant alcalin, bon, enfin, mon système, est-ce qu'on récupère la totalité de son immunité? On ne peut pas dire aujourd'hui, on manque de recul, puis il n'y a pas de publication vraiment fiable, puis il n'y a aucun financement, bien entendu, public ou venant de l'industrie privée pour ce genre d'études. Ils ne sont pas fous, ils ne vont pas financer des choses qui risquent de montrer l'inverse de ce qu'ils racontent. Mais il faut avoir confiance aussi dans l'espèce humaine, parce qu'il y a une grande diversité génétique. Même quand il y a une épidémie très sévère qui peut avoir un taux de mortalité élevé, il y a toujours des gens qui vont faire une forme bénigne, des gens qui vont faire une forme asymptomatique, des gens qui vont complètement résister, alors que d'autres vont mourir. Donc, moi, je pense que selon le terrain génétique des gens, et peut-être selon la qualité, le type de vaccin, les gens ne vont pas réagir de toute façon. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est paru il y a quelques jours dans une revue internationale à comité de lecture. Il y a des experts du Danemark qui ont confirmé ce qu'ils savaient déjà, mais qui n'était pas prouvé formellement, que les lots de vaccins sont très différents. Donc, ils ont réussi à corréler les numéros de lots avec les effets secondaires rapportés à l'agence du médicament du Danemark. Ils ont pu voir qu'avec certains lots, il n'y avait presque pas d'effets secondaires. Avec d'autres lots de vaccins, il y avait énormément d'effets secondaires graves. Donc, on voit bien que même dans un pays, ils n'ont pas vendu la même camelote selon les individus. Et il faut se souvenir de cette vidéo de cette cadre infirmière, je crois que c'était en Slovénie. Ça date de 2020, ou 2021. C'était après le lancement de la campagne vaccinale en Slovénie. Donc ça devait être plutôt 2020, début 2021. À un moment donné, elle a craqué, elle a dit publiquement à visage découvert. Après, on ne l'a pas revu, je ne sais pas si qu'est-ce qu'elle est devenue, mais elle a dit publiquement c'est pas normal, il y a des lots différents et on sait selon le numéro si c'est du placebo, si c'est faiblement dosé, si c'est fortement dosé. On nous a recommandé
de faire les lots de placebo pour les personnalités politiques, les médias, les journalistes, etc. Donc, si quelqu'un l'avoue dans un pays du monde, je ne dis pas que c'était pareil en France ou ailleurs, mais il y a une probabilité que ce soit aussi possible dans d'autres pays. Ouais, c'est terrible. Quand Jean Lassalle a dit que Macron, les députés en France n'avaient pas été vaccinés, bon, moi, je n'ai pas la preuve, mais il l'a dit, il n'a jamais été inquiété ni attaqué en diffamation. Hein. C'est comme un petit signe. Hein. Ouais. Alors aujourd'hui, je vois des articles qui sortent depuis à peu près 3 mois, mais de plus en plus, sur les patients zéro, qui sont 3, qui sont des chercheurs de Wuhan. Est-ce que tu penses est-ce qu'on sait aujourd'hui, d'après ce que disent les Américains, que c'est un vaccin, c'est un virus fabriqué à Wuhan qui s'est échappé? Alors, que le virus soit modifié, maintenant, il n'y a plus beaucoup de doutes. Si tu as écouté, comme il s'appelait, Martin, là, le député européen là, qui a fait une, je sais pas si il a fait une communication au Parlement européen, en tout cas, il a dit que Anthony Fauci avait fait, parce que les coronavirus dans l'histoire sont des virus assez bénins qui touchent beaucoup d'espèces animales, qui touchent l'espèce humaine. Mais moi, quand je faisais les études de virologie à l'Institut Pasteur dans les années 80, les coronavirus, ça donnait des rhumes et des bronchites. Hein, ça n'a jamais tué personne. Hein, c'était des virus plutôt bénins. Donc, Fauci il y a eu des brevets, je crois même du CDC d'Atlanta, sur des coronavirus modifiés, déjà l'année avant le premier virus du SRAS. Le SRAS, je crois que c'était 2003, je ne sais plus la date exacte, mais enfin, c'est déjà ancien. Après, il y a eu le MERS, le coronavirus du chameau, là, du dromadaire en Arabie. Il y a aussi des doutes pour savoir s'il a été modifié. Et le SARS-CoV-2, le nom SARS-CoV-2 date pas de Wuhan. Il était déjà breveté en laboratoire plusieurs années avant. Il y a les fameux brevets de l'Institut Pasteur que Fortillon avait montré. Bon, il s'est fait attaquer, mais les brevets, ils existent. Hein. On voit dans les brevets, il y a Sylvie Van der Werf, Jean-Claude Manugera. À l'époque, c'était des copains, c'était des virologues de Pasteur que je connaissais. Alors, au début, ils ont nié, puis après, Pasteur dit oui, on a modifié le virus, mais c'était pour chercher un vaccin sur le sida ou le paludisme. Bon, très bien, moi qui modifie un virus pour faire un vaccin, c'est bien, mais on ne peut pas savoir si après ça s'échappe. Et puis, il y a les brevets de Ralph Baric en Caroline du Nord, à Chapel Hill. Donc, on voit qu'il y a eu des brevets en France, aux États-Unis. Probablement qu'il y a encore eu des modifications en Chine, parce qu'on sait que Anthony Fauci a financé les gains de fonction auprès des équipes chinoises. Après, de savoir si c'est échappé d'une polémique, il y a des gens qui disent que c'est échappé du labo en Chine, il y en a d'autres qui disent que ce sont les puissances occidentales qui ont apporté le virus lors des Jeux olympiques militaires à Wuhan quelques temps avant. Ça, je ne peux pas trancher. Mais ce qui est quasiment certain maintenant, quand on voit les séquences qu'il y a dans ce virus, c'est qu'il y a des séquences qui ne sont pas naturelles. Voilà. Donc, je crois qu'il n'y a plus aucun chercheur sérieux qui ose encore dire que c'est un virus naturel qui vient du pangolin. Hein. Alors effectivement, donc j'ai vu des études où ils ont cherché ce virus chez les animaux. Ils n'ont jamais trouvé un seul animal qui avait ce virus. Tout à fait. Donc voilà. Maintenant, ce qui était choquant, c'est qu'il y avait déjà des brevets sur les vaccins avant la pandémie, qu'ils ont sorti le vaccin comme ça en quelques mois sans qu'il y ait d'études sérieuses. Et puis les rares études pas publiées, parce que c'était juste des rapports internes du laboratoire qui a servi à avoir l'autorisation de mise sur le marché. Tu te souviens, il y avait une chercheuse américaine, je ne sais plus son nom, qui travaillait pour une boîte privée qui sous-traitait pour, je ne sais plus si c'était Pfizer ou Moderna, pour mouliner un petit peu les données statistiques pour finaliser le rapport. Comme elle était très choquée, elle l'a publié dans le British Medical Journal. C'était en 2020, je crois. Elle a dit attention, il y a des résultats qui sont truqués, les données ne sont pas honnêtes. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, ça a été publié dans le British Medical Journal. Donc, on voit même les études faites à la va-vite ont été, pour certaines, probablement truquées. Et puis, de toute façon, moi qui ai travaillé dans le vaccin au niveau national, international, on n'a pas le droit de sortir un nouveau vaccin avant 10 ans de recherche chez l'animal, puis chez l'homme. La vraie recherche clinique de qualité. Alors là, l'étude animale, elle a été quasiment court-circuitée parce que
le vaccin a tué 80% des rongeurs. Et puis les femelles gestantes qui n'étaient pas décédées donnaient naissance à des bébés rats qui avaient des anomalies squelettiques majeures. Donc, ils n'en ont pas parlé, puis ils sont tout de suite passés à l'homme en disant ben, l'homme, c'est un cobaye qui est plus intéressant que le rat. Et ça, c'est très choquant parce que voilà, ça a été fait en catimini. Puis d'un seul coup, tous les ministres, les experts de plateau qui ont un vaccin très sûr, parfaitement étudié, il n'y a pas d'effet secondaire, il marche à 95%. C'est honteux, quoi. Et puis en plus, qu'on inocule des femmes enceintes, normalement un vaccin même très sûr qui a l'autorisation de commercialisation définitive, après plus de 10 ans de recherche, on n'a pas le droit de l'injecter une femme enceinte avant 10 ans de recul supplémentaire. C'est 20 ans pour inoculer une femme enceinte, 20 ans. Même quand il y a eu les nouvelles formulations de vaccins coquelucheux, maintenant ça fait plus de 20 ans, mais qui étaient sortis il y a, je ne sais plus la date exacte, mais enfin il y a environ 25 ans, où c'était des vaccins très purs, qui avaient l'autorisation normale de commercialisation. Ben, on n'a pas eu le droit de les recommander à la femme enceinte avant 20 ans de recul. Et là, d'un seul coup, Véran qui dit jamais on inoculera une femme enceinte. Tu te souviens, il avait dit ça à la télé. Oui, tout à fait. Et puis, quelques mois après, on le voit inoculer lui-même une femme qui est maintenant ministre. Je crois que c'était Olivia Grégoire. Bon, je ne l'avais pas reconnue parce que je la connaissais. Je l'avais rencontrée au cabinet Xavier Bertrand. Mais là, elle était masquée. Et Véran était masqué aussi. Donc, mais là, je l'ai reconnue. C'est honteux d'avoir fait ça. Et quand on voit... je me souviens, il y avait un gynécologue en Vendée, je ne sais plus dans quelle ville, si c'était La Rochelle ou dans ce coin-là, qui avait commencé à témoigner qu'il n'avait jamais vu autant de fausses couches chez des femmes enceintes inoculées, et il a disparu de la circulation de la fait taire. Hein. Donc, il y a des témoignages de beaucoup de gynécologues, de sages-femmes qui observent beaucoup de fausses couches. Il y a même eu des malformations d'enfants nés après l'inoculation. Mais tout ça, c'est secret d'État. On n'a pas le droit d'en parler. Donc, je ne peux pas donner de chiffres précis parce que tout est camouflé. Mais est-ce que si on demande à la justice de rendre public toutes ces informations, est-ce que la justice peut obliger nos États à le faire? En théorie, mais avec l'association Bon Sens, on a fait plus de 60 plaintes en justice. À chaque fois, c'est rejeté. Parce que la justice, c'est malheureux, hein, mais elle est aux ordres aujourd'hui. On ne peut pas arriver, même au niveau européen. Il y a des gens qui ont tenté des plaintes au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, tout ça. Et la plupart du temps, c'est rejeté. C'est très triste parce que dans une démocratie qui n'est plus une démocratie, quand il n'y a plus... Normalement, les médias, ça devrait être un pouvoir indépendant. Les médias sont aux ordres et la justice devrait être indépendante. Et beaucoup de juges, malheureusement, sont aux ordres. Et ça, c'est terrible de voir ça. Là. Moi, j'ai peur de vivre dans cet état. On n'est plus en état de droit. Et en catimini, ils nous suppriment de liberté jour après jour. Oui. Alors, on me pose une question ici intéressante. Avant la question, je voulais juste dire un mot, parce qu'après, on va oublier. Ils sont en train de passer le traité de l'OMS. Alors que l'OMS, maintenant, c'est la succursale de la fondation Bill et Melinda Gates, qui est le plus gros financier entre la fondation elle-même et Gavi, qui est l'alliance des vaccins, mais qui appartient à Bill Gates, c'est le plus gros financeur, plus l'industrie pharmaceutique qui finance énormément. Et l'OMS va avoir le pouvoir, au-dessus de tous les États, de décider s'il y a une pandémie. Et maintenant, ils peuvent décider s'il y a une pandémie sans qu'il y ait un seul mort. C'est quand même délirant. Et si l'OMS dit, tiens, il y a une nouvelle pandémie d'eczéma de la grenouille qui est très dangereux, ils peuvent donner l'ordre à tous les États qui devront obéir de confiner leur population, de fermer les frontières, de supprimer toutes les libertés fondamentales, de nous inoculer de force des nouveaux produits qui n'auront pas été testés. Alors j'espère que là, les gens se rebelleront, qu'ils ne se feront pas avoir comme la première fois. Mais c'est extrêmement inquiétant ce qui est en train de se passer à l'OMS. Je crois que beaucoup de gens le voient, mais malheureusement, la majorité de la population ne le voit pas ce qu'on est en train de leur concocter pour supprimer nos libertés. Et donc, ils ont lancé
le nouveau pass mondial sanitaire qui sera corrélé à votre compte bancaire. Donc, si vous n'êtes pas inoculé, ben, on pourra bloquer votre compte bancaire. Ça devient vraiment Big Brother comme dans les pires bouquins d'horreur, quoi. Ouais. Alors, il y a des bruits qui courent comme quoi Elon Musk souhaiterait racheter l'OMS, comme si l'OMS était à vendre. C'est terrible d'entendre ça. Je n'ai pas entendu parler de ça, mais c'est possible. Mais l'OMS, normalement, c'est les États qui doivent contribuer, mais c'est vrai Évidemment. qu'elle n'a pas assez d'argent, c'est comme des milliers de fonctionnaires. Et puis il y a des États, je le sais, quand je travaillais à l'OMS, on me le disait, certains États ne payaient pas chaque année leurs cotisations. Donc l'OMS était un petit peu en ruine. Alors c'est vrai que ils sont très contents d'avoir des millions, des centaines de millions de l'industrie pharmaceutique, de Bill Gates. Mais moi, quand j'y étais, j'avais un copain français qui travaillait à l'OMS, mais qui avait toujours des contrats à durée déterminée parce que l'OMS n'avait pas assez pour embaucher beaucoup de gens de façon définitive. Et un jour, tout content, il me dit, ça y est, Christian, j'ai un contrat à durée indéterminée, je suis titularisé à l'OMS. Puis après, il me dit, oh, ce qui m'embête, alors il montre sa fiche de paye. Sa fiche de paye, c'était la fondation Bill et Melinda Gates. Donc, c'est la fondation Gates qui finance les fonctionnaires de l'OMS pour leur salaire. C'est malsain, ça. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu t'attendais à un tel déchaînement contre toi? Non, mais bon, après, ça ne m'a pas surpris parce que je m'étais déjà un petit peu endurci avec mon combat sur la maladie de Lyme. Parce que même si j'étais un homme de l'intérieur, un homme du système et que je connais tous les rouages de tout, je m'étais quand même opposé à mes collègues, pourtant qui m'adoraient, qui m'élisaient à l'époque toujours président de tout. Et je m'étais opposé quand même au gouvernement de l'époque, à la direction générale de la santé, un peu à la haute autorité de santé. Donc, j'avais un petit peu l'habitude de me battre en dehors des clous. Là, le Covid, c'est un enjeu encore plus important. Mais c'est vrai que ça a été violent. Hein, mais surtout, ce qui m'a. Après, quand j'ai vu qu'ils avaient aucun. Si vraiment ils avaient eu des arguments solides et que j'avais dit des bêtises, ça m'aurait touché parce que bon. Tu as dit des bêtises, il faut assumer maintenant, tu as des preuves. Un jour, on m'avait balancé l'article du Lancet, bah, tu vois, tu racontes n'importe quoi, tu as toute la science contre toi, dis un peu les bonnes publications. Puis après, quand j'ai lu l'article, ça m'a fait rire parce que 95 000 patients qui tombent du jour au lendemain, quand il faut faire une étude internationale avec 3 pays, il faut déjà 6 mois pour se mettre d'accord, pour la logistique, passer dans les comités d'éthique, là c'était impossible. Et puis il y avait quelques auteurs, mais il n'y avait pas le nom des hôpitaux, des médecins qui avaient participé, que ça puait le mensonge. Mais quand j'ai vu que finalement, ils manipulaient tout, la science, le truc, ils n'opposaient jamais un seul argument scientifique, sauf des articles, le professeur Perron à la dérive, la chute du professeur Perron, tous les chercheurs de l'INSERM contre le professeur Perron, ça m'avait fait marrer cet article parce que dans l'article, il y avait un seul chercheur qui n'était même pas directement à l'INSERM, qui était à l'Agence nationale de recherche sur le sida. Donc, les titres complètement accrocheurs et rien dans l'article, rien. Moi, personnellement, ce qui m'a choqué, et tu l'as vu, je l'ai mis dans l'introduction que j'avais faite sur toi, c'est le refus systématique de tous les grands médias de parler de ta relaxe. C'est-à-dire, ils t'ont tous attaqué, mais quasiment pas un seul de ces grands médias a osé dire que tu as été blanchi. Ah ben, ça leur a fait mal aux fesses. Parce que quand je suis passé à la chambre disciplinaire, ils ont tous dit ben, il va voir ce qu'il va voir, il va être radié, il va en prendre pour son grade. Et après, quand j'ai été blanchi, il y a même un journal, alors je ne citerai pas le nom parce que je ne suis plus sûr duquel c'est, mais enfin, un des journaux aux ordres, qui a titré, qu'est-ce qu'il avait titré à l'époque? Ah oui, le professeur Perron a-t-il été vraiment blanchi par le Conseil de l'État? Exactement, j'ai vu ça. Ils le mettent à la forme interrogative. Donc les gens Oui, qui lisent que le titre, ah ben, finalement, il n'a pas été blanchi complètement. C'est oui, pervers. Quoi. oui, le monde qui met des points d'interrogation à la fin. Ouais. Oui. Voilà, Ouais. donc Alors, finalement, quand on m'attaque et que je sais que c'est pas vrai, ça ne me touche pas. Maintenant, ça glisse comme sur de la toile cirée, j'en ai rien à faire. Et j'ai honte pour eux, j'ai peine pour eux, parce que tous ces gens-là, un jour, ils devront en rendre des comptes, forcément, même si ça va être long, qu'on est encore espérons. on est encore en tyrannie.
et pas que sanitaire. Les tyrannies ne durent jamais éternellement, ça se casse la gueule un jour. Et on voit qu'ils commencent à avoir la trouille, hein, c'est pour ça qu'ils essaient de se protéger. Nos médecins de plateau, on ne les entend plus beaucoup ouvrir leur bouche aujourd'hui. Hein. Exactement, les soi-disant experts Ouais. qui ont remplacé les vrais scientifiques. Alors, écoute, comment tu peux expliquer que la majorité des médecins ont délégué leur mission de soigner à l'État sans rien dire et même en encourageant? Alors, l'immense majorité des médecins sont des médecins, des bons médecins qui ne sont pas du tout corrompus. Simplement, ils ont suivi le mouvement. Et beaucoup ont été convaincus par ce qu'a raconté le gouvernement, parce qu'un médecin ne peut pas imaginer qu'un ministre de la Santé, un président de la République, tout un gouvernement, la direction générale de la santé soit contre le peuple, contre la santé publique. Ça paraît inimaginable. Pourtant, c'est ce qu'on a observé. Alors après, il y a ce qu'on appelle les leaders d'opinion majeurs, que les anglo-saxons appellent les KOL, les Key Opinion Leaders. C'est un tout petit nombre, hein, dans chaque spécialité, qui eux, peuvent toucher des sommes colossales. Alors ces sommes-là, elles sont tellement énormes qu'elles n'apparaissent pas sur leur déclaration Transparence Santé, parce que quand le professeur Tartampion dit « j'ai touché 10 000 ou 100 000 euros de tel et tel labo », moi je sais parce que j'ai gardé des copains dans l'industrie pharmaceutique qui sont montés au plus haut niveau aux États-Unis, à l'international, de plusieurs labos différents. Ils ont tous confirmé que ces gens-là touchent des millions de dollars sur des comptes offshore. Et ça n'apparaît. Tout le monde le sait. Alors, je l'ai dénoncé beaucoup de fois. Je n'ai jamais été attaqué là-dessus parce qu'ils le savent tous. Ils ne vont pas trop touiller ça en public. Donc, mais c'est un tout petit nombre. Après, en dessous, il y a les médecins hospitaliers qui ont un certain niveau, qui travaillent tous avec l'industrie, qui font des conventions de recherche. Bon, ils s'en mettent un peu dans la poche directement, mais ce n'est pas forcément des sommes colossales. Ils ont besoin de l'industrie pour publier, parce qu'il y a très peu de fonds publics finalement pour la recherche. Donc, ils sont très dépendants. Les sociétés savantes touchent des sommes énormes de l'industrie. Certaines sociétés très importantes peuvent toucher des millions d'euros chaque année de l'industrie. Donc, c'était évident que le président de ces sociétés va suivre le mouvement. Et dans les journaux, et puis les grands journaux médicaux, on a vu le Lancet, le New England Journal, peuvent publier des choses fausses. Et c'est bien avant le Covid, parce que les rédacteurs en chef de ces grands journaux l'avaient dit eux-mêmes il y a plusieurs années en démissionnant dans des journaux grand public. Donc, ce n'est pas moi qui invente des trucs, mais ça a été confirmé. Là, le Lancet, le New England Journal of Medicine a été encore plus la main dans le sac, et puis bon, il continue quand même. Donc je ne sais plus ce que je disais. Oui, la manipulation aussi des journaux de vulgarisation pour les médecins généralistes, parce que souvent l'abonnement est gratuit ou très peu cher, mais il y a énormément d'annonces, de publicité de l'industrie, des articles tendancieux qui vont orienter vers telle ou telle molécule chimique. Donc on s'aperçoit que les médecins baignent dans un monde de désinformation au service de Big Pharma, c'est sûr. Mais souvent, ils ne s'en rendent même pas compte. Et puis, alors, au niveau des médecins généralistes, les pauvres, ils sont de moins en moins nombreux parce que le gouvernement actuel est en train de casser la médecine. Il y a de moins en moins de médecins. L'hôpital public est en train de mourir. Les urgences, on attend 4 jours, certains jours, et on meurt aux urgences. On meurt en attendant le SAMU qui ne peut plus venir tout de suite. Donc, on est dans un monde de destruction de la médecine. Donc, les pauvres généralistes qui sont encore en activité, ils ont bien plus de travail qu'il y a quelques années parce que leurs collègues ont pris leur retraite, certains ont été suspendus. Les jeunes qui arrivent n'arrivent pas à reprendre la clientèle de 4 médecins. Donc moi, je le vois à Paris, des gens n'arrivent plus à trouver de médecin généraliste à Paris aujourd'hui. Tous les médecins installés disent « je ne prends pas de nouveaux malades, je suis saturé ». Et alors, donc ces pauvres médecins travaillent de 8 h du matin jusqu'à 10 h du soir pour certains. Ils ont à peine le temps ils mangent un petit sandwich à midi, ils rentrent crevés le soir. Ils mangent un petit morceau, ils regardent la télé une demi-heure avant d'aller se coucher, ou alors ils entendent les sornettes qu'on va tous mourir et tout. Et moi, ils n'ont absolument pas le temps de lire, de faire la bibliographie, de lire toutes les études publiées. Parce que s'ils rentraient tranquillement à 5 heures chez eux, ils auraient peut-être le temps de faire 1 heure ou 2 de revue des publications. Mais ils n'ont pas le temps. Et puis,
ces résumés de la littérature scientifique qu'on leur vend dans les journaux médicaux de vulgarisation sont complètement biaisés, pipés. Ce n'est pas du tout la réalité scientifique. Donc, Ouais. comment ils font? Et, bon, moi, je ne jette pas du tout la pierre à ces médecins. Heureusement, certains ont été lucides, ont vu. Il y en a aussi beaucoup, beaucoup qui m'écrivent, qui me soutiennent, j'en croise tout le temps. Ils me disent bravo, on est à fond avec vous, mais ils ne veulent pas le dire publiquement parce qu'ils ont peur d'être radiés. C'est difficile aujourd'hui de vivre dans la peur et on en a sanctionné quelques-uns pour l'exemple. Vous vous rendez compte que l'hydroxychloroquine n'a jamais été interdite à l'hôpital, contrairement à ce que m'a dit le Conseil de l'ordre, donc ils ne sont même pas renseignés, a été interdite en ville très peu de temps, quelques semaines, parce que c'était au moment de la première vague avec Véran, mais l'interdiction a été levée début juillet 2020, et depuis, n'importe quel médecin a le droit de prescrire l'hydroxychloroquine. L'ivermectine, ça n'a jamais été interdit, et pourtant des pharmaciens ont refusé de délivrer. Des médecins ont été dénoncés par la caisse d'assurance maladie pour avoir prescrit. Il y en a qui ont été radiés pour ça. C'est totalement honteux. Alors que ce n'était pas une interdiction. On a le droit de prescrire hors AMM. C'est ça. Donc, on a fait croire aux gens que c'était interdit. Et là, je reviens de la Martinique. Quand j'avais dit ça, je m'étais fait attaquer en disant c'est défectueux. J'ai discuté avec des médecins, des pharmaciens. La gendarmerie avait saisi les stocks d'hydroxychloroquine après d'ivermectine, les stocks d'oxygène, parce que comme ils savaient que souvent, quand les gens étaient hospitalisés, ils mouraient, ils ne les voyaient pas revenir. Il y a eu tout un réseau qui s'est organisé, le soin à domicile, traitement précoce, avec l'hydroxychloroquine, l'azithro après l'ivermectine, et pour les gens qui avaient besoin d'oxygène, j'ai discuté avec une infirmière qui travaille dans une pharmacie, elle a fait ça tout le temps. Et d'un seul coup, on leur a interdit d'utiliser l'oxygène et la gendarmerie a saisi les bonbonnes d'oxygène. C'est quand même absolument épouvantable. Et puis, ils ont fait venir comme souvent les Martiniquais, les soignants, ne voulaient pas achever les malades au Rivotril, etc. Ils ont fait venir des équipes de métropole pour le faire. Il faut vous dire que ça les a traumatisés. Là, ils m'en ont parlé la semaine dernière. Ce qu'ils ont vécu, ça a été absolument terrible. Et c'est pour ça probablement que les Antilles se sont révoltées aussi de façon plus vive et avant la métropole. Et ces histoires de primes, est-ce que les médecins ont eu des primes pour déclarer que les personnes sont mortes du Covid? Alors, c'est peut-être pas pour la déclaration de décès, mais ce qui était, moi je l'avais dit, je m'étais fait attaquer, mais enfin on le trouvait sur le site de la Sécurité sociale, c'est-à-dire quand un médecin diagnostiquait un Covid, alors comment c'est que les tests PCR étaient bidons et diagnostiquaient beaucoup de gens en pleine forme Covid, le prix de la consultation était augmenté automatiquement. Donc c'est vrai, alors beaucoup de médecins ne l'ont pas fait pour ça, mais c'est vrai qu'il y en avait certains peut-être qui avaient intérêt à déclarer beaucoup de Covid et à faire beaucoup de PCR pour pouvoir arrondir un petit peu leur fin de mois. Mais ça, quand je l'avais dit, je m'étais fait attaquer par les syndicats de médecins en disant que je disais n'importe quoi, mais il suffisait de regarder, c'était les faits. Et c'est à l'hôpital, ça rapportait encore plus, parce qu'un séjour Covid, ça rapportait beaucoup plus qu'un séjour standard, et un séjour en réanimation rapportait aussi énormément. Moi, j'ai vu des réanimations, on gardait les malades jusqu'au retour à domicile. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Normalement, en réanimation, quand le malade va mieux, on le repasse en médecine pour libérer une place. Il y avait des augmentations importantes de budget de service. Et moi, j'ai eu des exemples de gens qui m'ont dit ma mère était hospitalisée dans telle ville en France. Il n'y avait plus de place dans l'hôpital, sauf dans l'unité Covid, qui n'était pas très remplie. Et on a mis ma mère dans l'unité Covid, alors qu'elle n'avait pas le Covid, mais il fallait que aussi après son séjour soit codé Covid. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit l'hôpital, moi j'ai quelqu'un de ma famille qui est décédé, pas du tout du Covid à l'hôpital, mais la direction de l'hôpital m'a dit que si on acceptait le décès soit codé Covid, on nous offrait les funérailles. Ce n'est pas qu'une personne qui m'a dit ça. Je ne dis pas que ça a été fait partout. Il y a beaucoup de directions d'hôpitaux, ils ont été très honnêtes et tout, mais il y a eu des endroits, il y a eu des dérives. Et puis tout ça à l'échelon d'un pays, ça peut faire beaucoup, beaucoup de dérives. Et ça, c'était terrible. Moi, je dis que les médecins de base, ils ont été honnêtes, simplement, c'est très difficile. C'est difficile de sortir du troupeau. Yes. Et puis, je pense que beaucoup n'avaient pas forcément le recul, l'expérience de gestion de crise comme ça, sanitaire, pour pouvoir dire qui a raison ou pas. Parce qu'un médecin, il regarde la télé,
il voit le ministre qui dit quelque chose ou un autre expert de plateau, puis il voit Perron qui dit l'inverse. Et pourquoi Perron aurait plus raison? Puis Perron, après, tout le monde a dit c'est un charlatan qui a pété un câble. Donc après, dans les dîners en ville, on disait pardon. Si quelqu'un me cite, les gens disaient mais attends, tu écoutes encore Perron, mais tout le monde sait que c'est un charlatan. Bon. Un charlatan blanchi néanmoins. Voilà. Non, il vaut mieux rire de temps en temps. Bien sûr. Alors, j'ai vu une vidéo de Arte qui dit qu'il y a eu dans le monde 20 millions de morts du Covid. Est-ce que c'est une réalité ou il y a les accidents de la route dedans? Non, mais tout le monde est... Beaucoup de gens, on leur a mis l'étiquette Covid au moment du décès dans les codages. Moi, j'ai eu des témoignages de... Vous savez, dans les hôpitaux, depuis Sarkozy, là, que l'hôpital doit être rentable, on code les séjours et selon le code de la maladie, l'hôpital gagne tant ou tant d'argent pour coder le séjour. Et il y a une incitation dans certains endroits pour que le médecin responsable du codage, dès qu'il y avait un syndrome respiratoire un peu inexpliqué, automatiquement, pof, mettre le code Covid. Moi, j'ai vu à Garches des gens qui venaient pour la rééducation, qui n'étaient pas du tout malades, qui n'ont jamais eu de fièvre, qui n'ont jamais éternué ni toussé. Leur test PCR était positif, automatiquement, le séjour était Covid. Alors que quand on parle des effets secondaires, c'est jamais le Covid. Voilà. Et il faut savoir qu'on normalement, on n'a pas le droit de faire de PCR en dépistage de masse. Malheureusement, Kary Mullis, cet Américain génial en Californie qui avait inventé la PCR, malheureusement, alors qu'il était en pleine forme, il faisait du surf, il est mort peu de temps juste avant la pandémie. Sinon, je pense qu'il aurait hurlé dans les médias en voyant comment on avait dévoyé sa technique. On n'a pas le droit de faire de PCR en dépistage de masse chez des gens qui n'ont aucun symptôme. La PCR, comme il y a toujours des faux positifs ou des faux négatifs aussi, doit être un test de confirmation d'un diagnostic clinique et radiologique. Et en sachant qu'il y a des erreurs. Moi, j'ai vu beaucoup de Covid absolument prouvés sur le plan radiologique, des gens qui avaient perdu le goût, l'odorat et qui avaient des PCR négatives, et puis d'autres qui étaient en pleine forme. Dans les écoles, on a inventé des épidémies qui n'ont jamais existé. Il y en a un qui a une PCR positive, on faisait la PCR à toute la classe, à toute l'école. Forcément, on trouvait quelques cas positifs, mais qui étaient en pleine forme. Et après, on fermait les classes, on fermait les écoles. Et le ministre de l'Éducation nationale et le ministre de la Santé disaient heureusement qu'on est là, parce qu'on a dû fermer 3000 classes pour sauver la France, alors que les enfants n'ont jamais fait de Covid grave, n'ont jamais transmis ou tué les grands-parents. Tout ça, c'était un discours diabolique de la part du gouvernement. Alors, quel serait ton conseil aujourd'hui pour aborder l'avenir? Qu'est-ce qu'il nous faudrait faire? Ce qu'il faudrait faire, c'est simple, de mettre tous ces vaccins à la poubelle, redonner la liberté de prescription aux médecins. Excuse-moi, je te coupe. Quand tu as dit tous les vaccins, tu veux dire les Covid, hein. Bien sûr. Voilà, parce que je sais, je me suis battu avec des gens qui t'ont traité d'anti-vax en disant j'ai jamais entendu le professeur Perron dire du mal des vaccins, la poliomyélite ou d'autres. D'ailleurs, le Conseil de l'Ordre l'a reconnu dans son jugement que je n'avais jamais tenu de propos anti-vax. Donc, je le rappelle pour ceux qui me traitent d'anti-vax toute la journée. Donc, on jette ces pseudo-vaccins à la poubelle, on redonne la liberté de prescription aux médecins et surtout, on augmente de façon considérable le numerus clausus parce qu'il n'y a plus assez de médecins, il faut réaugmenter le nombre d'étudiants en médecine. Il faut redonner des moyens aux hôpitaux qu'on est en train de faire crever, parce que je pense que Macron, il attend qu'une chose, c'est que l'hôpital soit tellement délabré qu'il puisse le vendre pour €1 symbolique à Big Pharma. Puis à des fonds de pension américains qui n'attendent que ça. Donc, refinancer la médecine. Et ça ne coûterait pas si cher quand on voit que Macron a donné 400 milliards d'euros pour le Covid, pour des décisions totalement délirantes. Avec un petit milliard déjà, on aurait pu payer beaucoup plus d'infirmières. Et puis, il n'est pas capable de donner 1 milliard aux urgences, alors qu'il donne des milliards par dizaines, par centaines, y compris des milliards au cabinet McKinsey et autres, et des milliards à la presse. Il ne faut quand même pas se moquer du monde. Et puis surtout,
le plus important, ce serait de faire la chasse à tous les conflits d'intérêts, d'interdire les lobbying, que l'industrie pharmaceutique ne soit plus présente dans les commissions. Quand on voit que toutes les agences du médicament sont financées à 80% par Big Pharma, que ce soit la FDA aux États-Unis, la NSM en France, l'EMA, l'Agence européenne du médicament. Quand on voit la présidente de l'EMA, l'Agence européenne, c'est une ancienne PDG de je ne sais plus quel grand labo pharmaceutique. En fait, il tourne entre la direction d'un laboratoire privé, après il dirige, c'est pareil aux États-Unis, après il dirige l'Agence de régulation du médicament. C'est tous la même clique. Et là, la corruption est gigantesque dans ces institutions. Et ça, il faut faire le ménage là-dedans, il me semble. Hein. Déjà, on y verrait plus clair. Et puis, il ne faut pas croire à toutes ces pandémies. Les pandémies, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Si un virus est très méchant et tue beaucoup de gens, il ne se propage pas. Parce qu'un virus, pour se propager, il a besoin de ne pas trop tuer. Sinon, s'il n'y a plus de victimes. Donc, voilà. Donc, Oui. mais ils vont nous inventer. Ils ont essayé de nous vendre le virus de la variole du singe. Bon, ça a fait flop. Même s'ils avaient préparé leur coup, que Bill Gates a fait une répétition générale, qu'il avait investi dans le vaccin, que l'EMA avait déjà préenregistré un médicament pour la variole du singe, qui était un truc qui n'avait pas été testé chez l'homme. Ils nous ont fait le coup. Un an à l'avance, Bill Gates dit que ce sera en mai 2022. Mai 2022, pandémie de variole du singe. C'était terminé en quelques semaines. Donc, maintenant, ils se préparent avec le virus X, le nouvel entérovirus qui va tuer tous les enfants. Moi, j'y crois pas trop parce que rien que la modification du coronavirus pour faire le virus du Covid-19, ça a été plus de 20 ans de travail pour un virus qui a fait flop finalement. Je ne suis pas sûr qu'ils puissent nous en sortir un comme ça facilement. Alors après, il y a toujours le réchauffement climatique, il y a la guerre en Ukraine, il y a d'autres choses pour continuer à nous manipuler. C'est ça qui me fait plus peur pour l'instant, mais ils vont réessayer sur le plan infectieux, ça je suis convaincu qu'ils vont refaire des tentatives. Mais maintenant, moi je remercie Bill Gates, Macron, et Soros et tout ça, et Klaus Schwab, d'avoir fait cette crise, parce que au moins elle nous a éclairés. Moi, il y a 3 ans, je ne me rendais pas compte que j'étais manipulé depuis mon enfance, que beaucoup de choses en politique, au niveau national, international, c'était déjà tout prévu à l'avance. Moi, ça m'a éveillé. Ça a commencé à éveiller beaucoup de gens. Je pense qu'en France, il doit y avoir au moins 20 millions de gens éveillés. Ce n'est pas encore la majorité. Mais ce que disait Kennedy Junior quand il a fait son discours à Berlin il y a 3 ans, devant 1 million de gens, il a dit les éveillés, pour l'instant, on est minoritaires, mais le flux ira toujours des moutons vers les éveillés, jamais dans l'autre sens. Et parmi les gens, moi j'ai rencontré plein de gens qui ont dit, nous on a cru au gouvernement, on a eu peur, on a voulu protéger les autres, on s'est fait inoculer. Et maintenant ils réalisent qu'ils se sont fait manipuler, ils sont en colère. Et puis surtout quand les gens vont voir les morts autour d'eux, ils commencent à m'en parler, des morts autour d'eux, des accidents graves. Là ils vont l'avoir mauvaise. Alors, certains le voient mais n'osent pas le reconnaître parce que c'est trop traumatisant pour eux de reconnaître qu'ils se sont fait avoir. Mais quand vraiment tout ça va sortir au grand jour, on ne peut pas cacher les morts sous le tapis éternellement. De toute façon, ça commence à sortir de partout. Là, je pense que ça va faire mal. Il va y avoir une réaction très violente de la part de la population. Ça, j'en suis convaincu. Et maintenant, le virus donc, qui a été fabriqué, on voit une recrudescence de sida. Oui, c'est ça. Oui. Qu'est-ce que tu penses? Donc, je n'ai pas vu personnellement, je n'ai pas encore vu de grandes publications là-dessus. C'est plus des experts qui témoignent à droite à gauche. Donc, il faut toujours prendre ça avec un peu de prudence. Il n'y a pas de chiffres précis. Mais il y a des médecins qui commencent à dire, on voit des tableaux analogues au sida, sauf qu'il n'y a pas le virus VIH, mais des gens qui font des immunodéficiences acquises avec baisse des fameux lymphocytes CD4 qui sont un marqueur de l'immunité cellulaire, une partie de notre immunité. Moi, j'y crois parce qu'on sait qu'il y a des morceaux de VIH dans le SARS-CoV-2. Donc, la protéine Spike, on sait qu'elle peut attaquer les défenses immunitaires. Donc, c'est tout à fait plausible. Maintenant, moi, je n'ai pas de chiffre précis. Il faut prendre un petit peu de recul. C'est comme le cancer. Pour l'instant, c'est un sujet polémique. On lui dit non, ça n'existe pas, mais il y a pas beaucoup de médecins qui témoignent actuellement là-dessus. Voilà. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter à tout ce que tu as?
Bah, fondamentalement, je suis assez optimiste parce que ces impostures, ça ne dure jamais éternellement, que les gens y voient de plus en plus clair. Euh, tous ces gens qui nous gouvernent sont tombés dans une démesure, se sentent surpuissants et on sait ça depuis les Grecs anciens, les tyrans, quand ils tombent toujours dans la démesure, ce qui les fait chuter. Donc, je pense que tout ça va se casser la gueule. Après, ça peut être encore long. Je pense que les gens vont encore souffrir. Une bête aux abois est beaucoup plus méchante et agressive, donc ils vont être méchants et agressifs, je pense. Il faut s'y préparer. Euh, il faut regarder ce qui s'est passé dans d'autres pays qui n'ont pas avalé tout ça, où ça s'est très bien passé. Et puis aussi, ce qui me rassure quelque part, c'est que tous ces gens qui font ça, c'était pour établir un nouvel ordre mondial au-dessus des gouvernements. Alors, ils sont tous pour le nouvel ordre mondial, mais les Américains disent oui, nous, on veut le nouvel ordre mondial unique, gouvernement unique, mais bien sûr, c'est nous qui dirigeons, on est les plus forts. Les Russes disent, mais attendez, ça ne va pas la tête. Nous, on a la plus grande surface de terre au monde. Et les Chinois. On a toutes les richesses. Donc, s'il y en a qui dirigent, ça doit être nous, les Russes. Les Chinois vont dire, ben, nous, on est à 1,5 milliard, c'est nous qui devons diriger. Les Indiens peuvent dire la même chose. Et quand on voit donc, moi, je l'avais dit déjà il y a 2-3 ans, de toute façon, ils vont tous finir par se taper dessus parce qu'ils ne vont pas accepter qu'une autre puissance les dirige. Donc, et c'est ce qui est en train de se passer actuellement. On le voit avec le dollar qui est un petit peu dans le souci actuellement avec la création des BRICS. Et plein de pays du monde et pas des moindres qui se rejoignent pour faire leurs échanges financiers en dehors du dollar. On voit que ça commence à craquer de partout. C'est pour ça que c'est dangereux, parce que les États-Unis, aux abois aussi, peuvent perdre la tête et puis déclencher une troisième guerre mondiale. Donc, il faut quand même être méfiant. Mais globalement, je suis optimiste parce que tout ça va trop loin et que les gens commencent à prendre conscience. C'est pour ça qu'ils sont... Pourquoi ils veulent absolument fermer Twitter en urgence? Parce que toute la vérité passe par les réseaux alternatifs. Ce qu'ils appellent la désinformation, en fait, c'est la circulation de la vérité, parce que les données, on les a, hein, les gens ne les voient pas parce que les médias de grand chemin ne les montrent pas. Donc voilà, c'est pour dire que nous sommes dans une période terrible, les gens ont vécu des choses très difficiles, mais je reste malgré tout un indécrottable optimiste, et je pense qu'on va se sortir de cette situation. Alors, je ne sais pas quel est le délai, hein, mais je pense dans pas si longtemps, j'espère en tout cas. J'espère que la justice retrouvera son intégrité. Oui, tout à fait. Eh bien, écoute, merci Christian. Alors d'abord, il y a Valérie Montalier qui m'a dit de te dire bonjour. Oui, bonjour. Et je tiens à dire que c'est grâce à Valérie, merci Valérie, de m'avoir présenté le professeur Christian Perron. Merci Valérie. Voilà, je te remercie énormément de cette prestation qui nous éclaire tous et j'espère que notre combat, qui a un côté similaire de mon côté, puisque moi je me bats contre l'INCa, tu sais, et le ministère de la Santé, moi je leur dis toujours que Big Pharma essaye de gagner de l'argent, c'est leur boulot. Mais que vous, État français, ou vous, Institut national du cancer, cautionnez au lieu de défendre les malades, c'est ça qui n'est pas normal. Tout à fait. On va retrouver l'indépendance de l'État par rapport à tous ces lobbies. Voilà. Merci encore, Christian. Merci, Guy. À bientôt. Et à bientôt. Au revoir. Voilà, j'ai arrêté la diffusion. OK. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pas encore. Voilà.